Yaorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler jeunesse. La jeunesse polynésienne qui est de plus en plus engagée dans la protection de notre fénois. Plusieurs initiatives locales ont vu le jour, témoignant de la mobilisation croissante de cette jeunesse pour notre protection de l'environnement. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Hélène Jory, coordinatrice du projet Narua Yarana. Yaorana. Et nous avons Kanihei Bernardino, qui est guide naturaliste de Awa Polynesian Forest, Yarana. Yaorana. Joanie Scoop, étudiante à l'UPF, justement dans la filière Sciences de la transition écologique et sociétale, la STES, Yarana. Yaorana. Et enfin, Javan Teuhi, qui est présidente de la Brigade Verte. Yarana. On commence avec Hélène pour savoir comment est-ce que l'UPF finalement traite de ces questions de transition écologique. Alors, les questions de transition écologique et sociale, ce sont avant tout des questions sociétales et des questions d'éducation. Et il était important qu'à l'université, dans l'enseignement supérieur, on traite de ces questions. Donc, dans le cadre du projet Narua notamment, mais ça fait partie aussi de la stratégie de l'université, on propose des formations, de nouvelles formations qui permettent d'adresser ces questions-là, soit aussi bien de manière dédiée dans le cadre d'une licence sur la transition écologique et sociétale, mais aussi dans d'autres cursus, comme une licence pour sciences pour l'ingénieur, dans lesquelles on intègre ces problématiques dans les cursus. Parce que c'est fondamental de former les étudiants à avoir une tête bien faite et à avoir conscience de ces enjeux. Il y a d'autres particularités, on en parlait en préparation de cette émission, que c'est vraiment une filière bien particulière, que ce soit dans sa manière d'amener les choses ou même dans son éducation. Tout à fait. Alors, ces deux nouvelles formations, elles ont la particularité de faire la part belle à de nouvelles pédagogies, parce que s'intéresser à la question des transitions environnementales et sociales, c'est aussi les vivre soi-même. Donc, ce sont des formations, donc c'est en particulier le cas pour la licence STES, qui sont très transversales, pluridisciplinaires, et pour lesquelles on fait beaucoup appel à de la pédagogie par projet, donc beaucoup moins de cours magistraux descendants, plus de pédagogie de terrain en partenariat avec des professionnels, et on essaye dans la mesure du possible d'accompagner les étudiants à construire leurs projets professionnels en lien avec les transitions environnementales et sociales. Joanie, à la base, qu'est-ce qui t'a invité finalement à cette filière, donc la STES? Alors à la base, j'ai déjà eu un parcours centré sur le développement durable et l'écologie précédemment. Et donc quand j'ai su que cette licence allait ouvrir pour la rentrée d'août 2024, l'année où j'ai passé mon bac, je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de poursuivre dans cette voie. Et d'ailleurs, l'aspect pluridisciplinaire et l'insertion professionnelle, le fait qu'on accueille beaucoup de professionnels pour nous faire cours, et également l'occasion que nous avons de pouvoir partir à l'international, c'est ce qui m'a le plus motivée à rejoindre cette licence. Tu as une volonté de métier en particulier ou est-ce que vraiment c'est la filière en globalité qui t'intéresse? Alors en fait, je ne sais pas réellement exactement ce que j'aimerais faire. Je sais que j'aimerais travailler dans un secteur qui allie le terrain et également la théorie, que ce soit en bureau ou en laboratoire. Donc le fait que cette licence soit vraiment pluridisciplinaire, ça nous permet justement d'élargir nos recherches de métier et vraiment de voir beaucoup de choses afin qu'on puisse savoir réellement ce qu'on aime et ce qu'on aimerait faire. Javan, de ton côté, ça fait 15 ans, c'est ça, que tu es à la Brigade Verte. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir à la base, au tout début? J'ai eu la chance, pendant mes études de bac, d'intégrer la filière STAV, Sciences et Techniques de l'Agronomie et du Vivant, au lycée agricole de Bunho. Et dans cette filière-là, on a des cours de biologie, de géologie et d'écologie, la science écologie qui étudie les écosystèmes. Et du coup, j'ai eu la chance de connaître qu'est-ce qu'un écosystème, quelles sont les relations entre les espèces vivantes. Et c'était très intéressant. Et après mon bac, j'ai eu l'occasion de rencontrer la Brigade Verte pendant un événement au jardin de Pauw'e. Ce sont les événements qu'on organise tous les ans pendant les journées de l'océan. Et du coup, j'ai eu contact avec la Brigade Verte et j'ai bien aimé ce qu'ils proposaient. C'était une démarche pédagogique de présenter nos actions, de présenter c'est quoi un récif, quels sont les écosystèmes, quels sont les poissons dans tel endroit du lagon, en dehors du lagon. Et c'était visuellement beau. Et c'était vraiment le message qui était envoyé, c'était pour préserver cette beauté dans laquelle on vit. Il faut faire certaines actions. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a touché. Moi, mon levier, c'est d'amener un cadre agréable où vivre
Je n'aime pas aller à la plage et trouver des déchets, marcher dans des peu. Donc c'est ça mon principal moteur, c'est de faire en sorte que quand on est dans du loisir ou quand on accueille de la famille, de l'étranger qui vient, leur présenter un endroit digne et décent. Et c'est ce qui nous motive et c'est ce qui m'a motivé pour rejoindre cette association, la Brigade Verte. Ça t'a tellement plu que tu es allé à la présidence. Déjà, juste un mois après ma rencontre, j'étais sur le terrain. On était déjà dans des actions de prévention en milieu scolaire. On a fait des campagnes de ramassage. Et après, on a continué à travailler ensemble. On est allé vers de la sensibilisation sur le terrain. On a mené des écoles, des classes sur le terrain. On a fait plus de campagnes de ramassage. Et après, de déchets, de dépôts sauvages de déchets. Et après, on a commencé à planter aussi. Parce que justement, avoir un rapport à la terre, lycée agricole, agriculture et tout, j'ai grandi dans un fafou. Et avoir ce rapport à la terre-là, dans des endroits où on n'a pas forcément accès, c'est-à-dire dans des quartiers où on n'a pas vraiment d'endroits où cultiver, c'était aussi un moteur pour nous, pour montrer aux gens qu'on peut prendre la main sur son environnement, sur sa consommation. Il y a aussi cette dimension-là, voir ce qu'on mange, cultiver ce qu'on mange et savoir ce qu'on met dans son assiette, c'était vraiment aussi un levier pour d'autres personnes, pour d'autres adhérents de l'association. Et être un véritable acteur finalement de cette transition écologique, est-ce que c'est un petit peu la même chose pour toi, Kanihei? Est-ce que dès le début, tu étais un petit peu tombé dans cette démarche ou est-ce que c'est un peu par hasard? Comment est-ce que tu es arrivé à Awa Polynesian Forest? Alors, c'est mon parcours à l'université en fait qui m'a poussé à travailler dans l'environnement. Pendant mes études, ça me paraissait évident que j'allais exercer dans l'environnement. Et donc, j'ai terminé ma licence sciences de la vie en spécialité biologie écologie. Et par la suite, Awa est née. Et donc, ça tombait bien. La vallée où Awa fait de la restauration de biodiversité, c'est la vallée juste derrière chez moi. Et c'est une vallée où j'ai grandi et je savais en fait que je connais sur le bout des doigts. Exactement. Et ça donnait plus de sens aussi de travailler sur un lieu sur lequel j'ai grandi où même mes ancêtres y étaient. Et donc voilà, maintenant je suis chez Awa. C'est quoi les actions concrètes qu'il y a eu à Awa pour l'instant? Alors, déjà, Awa, c'est une initiative qui œuvre pour la réintroduction de plantes indigènes et endémiques dans les vallées par le contrôle d'espèces envahissantes. Et donc, à Awa, aujourd'hui, la plupart des actions qu'on met en œuvre, c'est notamment d'accueillir de jeunes étudiants allant de 4 ans jusqu'à l'université et de leur transmettre en fait nos connaissances sur la nature et sur la faune et la flore, et leur expliquer un petit peu l'évolution de la flore et la faune en Polynésie française et leur donner en fait l'envie de protéger cet environnement que nous avons ici en Polynésie, car nous avons de la chance en fait d'habiter dans une nature florissante et il faut en profiter. Ce qui est intéressant dans vos discours à toutes et à tous, c'est que vous avez vraiment fait des études, encore des démarches dans ce sens, dans le sens de l'écologie. Mais comment est-ce que, à la toute base, vous vous êtes responsabilisé sur le sujet? Je rebondis toujours avec toi, Kanihei. C'est un peu par hasard? Est-ce que c'est, je sais pas, ça peut être une émission de télé, ça peut être les parents, ça peut être de la famille. Comment est-ce que tu as été intéressé à l'écologie? C'est vraiment mes études académiques qui m'ont poussé à être dans l'environnement. Et au départ, j'ai grandi dans l'environnement. J'ai toujours vécu écoté mer, écoté montagne. Et donc, mes études académiques ont surtout renforcé en fait ce lien que j'ai avec la nature. Et donc, ça m'a paru juste évident en fait de travailler dans un domaine ouvert. Et de transmettre en fait mes connaissances à la génération future. Un peu comme toi, Javan, je suppose? Vivre dans un cadre agréable, c'est ça, c'est le fait de rencontrer des soucis au quotidien. Moi, personnellement, j'ai fait le point sur ce qui me rend mes conditions au bonheur, et c'est vraiment de comprendre les choses et de faire en sorte de résoudre des problèmes du quotidien. Et dans cette démarche-là, ce genre de problème-là, avoir de la pollution, vivre dans des espaces pas tellement agréables, c'est ça qui m'a motivé à apprendre à comprendre le problème, donc à faire des études, à rechercher
pas forcément à l'école, mais je cherchais lire des bouquins en fait, lire des livres sur c'est quoi l'environnement et tout, comment fonctionne tel système, un panneau solaire, comment ça fonctionne, et pour avoir plus de connaissances, pour mieux comprendre, et aussi pour voir quand on prend des décisions au niveau politique, quel impact ça aura, est-ce que ça va vraiment réduire la pollution, est-ce que ça va améliorer le cadre de vie. Donc voilà, c'est vraiment l'environnement en tant que lieu de vie qui me motive, qui me pousse à apporter des solutions à l'environnement. Apporter des solutions, c'est un petit peu aussi l'objectif finalement, Hélène, de la filière STES, c'est ça, hein. Comment est-ce que vous les préparez, ces étudiants, concrètement ? Alors, la particularité, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure de ces formations-là, c'est vraiment de travailler, d'apprendre aux étudiants déjà à commencer à se connaître. Donc déjà, on commence par leur proposer une semaine d'intégration en lien avec les transitions environnementales et sociales. Mais surtout dans la pédagogie, ce qui est important, c'est de mettre en pratique. Donc ils ont beaucoup de travail en groupe, mais ils ont surtout de travail sur projet. Et ça, c'est vraiment l'aspect innovant de cette formation. C'est que les étudiants, sur leurs 3 années, donc là, on a ouvert la première année, mais on est en train de travailler à mettre en place la deuxième année. Les étudiants auront apporté un ou plusieurs projets de fil rouge avec des professionnels du territoire qui sont engagés sur les transitions environnementales et sociales. Et du coup, c'est très intéressant puisque normalement, l'année prochaine, on devrait aussi avoir un projet avec AOA Forest. Mais vraiment, l'intérêt, c'est de connecter les formations avec les besoins du territoire. Et c'est aussi important, même pour nos partenaires étrangers, parce que cette licence est vraiment très scrutée et suscite un vif intérêt via nos partenaires en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, qui sont très férus de ce type de projet. Donc l'idée, ce serait qu'on arrive aussi à créer un peu des communautés d'étudiants autour de ces projets étudiants avec les professionnels du territoire. C'est comme ça que je pense que c'est comme ça, en vivant les transitions, qu'on arrive aussi que les étudiants arrivent aussi à savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et je suis assez contente et émue de voir qu'on a des jeunes de l'université qu'on a formés puis qui ont trouvé leur voie comme ça. Et ça, c'est vraiment le meilleur exemple. Comment est-ce que vous sélectionnez les professionnels avec qui vous travaillez ? Est-ce qu'il y a que des professionnels ? Est-ce qu'il y a des associations aussi avec qui vous pouvez collaborer ? Alors, on a un petit peu tout. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est avoir comme partenaire à la fois les services et directions du pays, les entreprises et les associations. Pour le moment, c'est vrai qu'on a des entreprises du territoire qui participent et qui ont en fait aussi un petit peu travaillé à la co-conception de la licence. Quand on a travaillé à la mise en place de la licence Sciences pour l'ingénieur et de la licence Transition aussi, on a fait des ateliers entre les enseignants et les professionnels pour savoir si les choses pouvaient bien coller et comment on pouvait apporter ce degré de professionnalisation dans les formations. Donc on essaye d'avoir un panel représentatif, mais pour beaucoup dans nos partenaires, ce sont surtout des associations, parce que c'est eux qui portent beaucoup cette thématique-là. Rohani, en 6 mois à peu près d'études, comment est-ce que se déroule cette filière et cette année ? Alors, personnellement, je trouve que la licence a bien démarré justement par la semaine d'intégration que nous avons eue. Ça nous a permis de nous rencontrer car nous n'étions que 30, donc c'est une assez petite filière. Et je trouve que ça nous a vraiment permis de se mettre tous sur le même piédestal, de partir tous du même départ. Et donc, je trouve que ça a très bien commencé. Et en ce qui concerne les cours, c'est vraiment intéressant car il y a une telle diversité de matières et d'enseignements qu'en fait, au final, on n'a même pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se dire qu'en fait on voit et revoit toujours les mêmes choses. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment super en tout cas, car en fait c'est ce que je voulais à l'université, c'était ne pas m'ennuyer, ne pas revoir et revoir toujours les mêmes choses, et c'est ça que je trouve vraiment super. Est-ce que ça t'a du coup ouvert un petit peu, pas les horizons, mais toutes les possibilités d'action que tu peux mener aujourd'hui ? Oui, alors je dirais aussi que c'est notamment mon parcours d'avant qui m'a permis de me dire qu'en fait, il y a énormément de projets qu'on peut mener. Par exemple, au collège, j'ai fait partie d'une classe développement durable à Travaux, enseignée par Monsieur Roche. Et donc, c'est grâce à lui, en fait, que tout a débuté pour moi d'une certaine manière concernant ma vision des choses. Le fait que je puisse voir au-delà du simple tri des déchets, au-delà de juste faire de la prévention orale.
Et ça passe avant tout par quelque chose qu'on doit incarner et quelque chose qu'on doit maîtriser, on va dire, qu'on doit sentir en fait que ça nous touche. Et donc ça a commencé là. Puis le fait qu'il y ait eu cette licence, pour moi, c'était juste une continuité logique, on va dire, de mon parcours. Et oui, effectivement, on a vraiment beaucoup de projets qu'on puisse faire, notamment avec les entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la transition environnementale et sociétale. Notamment, récemment, il y a eu la CEC Pacifique, pardon, durant laquelle nous avons pu participer et nous avons pu porter justement la voix de la jeunesse en rapport avec les transitions. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est prometteur. Tu disais quelque chose, un domaine en tout cas qui vous tient à cœur et on l'entend sur ce plateau. Est-ce que Javan, en sensibiliser le reste de la population, c'est la principale action qu'il faut mener aujourd'hui? La Brigade Verte mène cette action et à mon sens, je trouve qu'il y a je m'investis dans deux axes de développement. Il y a la pédagogie d'un côté et un axe plus structurel. Donc la pédagogie, c'est ça, c'est aller partager les connaissances dans les écoles et dans d'autres projets associatifs. Par exemple, avec l'association Savoir y faire, on développe des vidéos pédagogiques où on explique des concepts un peu flous. Avec l'association des agriculteurs et des artisans créatifs de Moria, on intègre aussi la dimension environnementale, l'impact environnemental de l'agriculture. Et on a toujours une démarche pédagogique à destination de tout public et aussi des jeunes et des enfants. D'un côté structurel, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je suis diplômé de l'université en géographie et c'est vraiment dans ça que je me vois professionnellement. Je suis géographe et structurellement, mettre un aménagement, prévoir un aménagement. Grâce à la licence justement en géographie, j'ai fait partie des ateliers qui ont dessiné le SAGE, le schéma directeur de l'aménagement. Et du coup, mettre en place dans le schéma directeur de l'aménagement une dimension environnementale où on développe des forêts, où on a des endroits où on peut prendre conscience, on peut faire prendre conscience au grand public de l'importance du récif, de l'importance des embouchures, des milieux humides. Ça, c'est une question de structure. Et moi, j'aimerais travailler à ça plus profondément. Et j'estime qu'en enlevant cette responsabilité des associations, en le faisant porter par l'administration, que ce soit la DCA, la direction de la construction et de l'aménagement, la direction des affaires foncières, si eux prennent cette responsabilité-là, ça permet aux associations de faire plus de pédagogie, de faire plus d'ateliers et de moins s'intéresser à des choses un peu matérielles comme ramasser les déchets. Et justement, si on a aussi ce discours-là envers la DIREN, la direction de l'environnement, si la DIREN pouvait elle-même supporter la charge de ramasser les déchets, on aurait plus de temps pour faire des choses plus intéressantes et plus inspirantes aussi pour la jeunesse. On parlait de sensibilisation juste avant, des campagnes de sensibilisation, c'est des choses qui sont importantes. Est-ce que c'est justement ce que vous avez prévu, Kani Hay, ce samedi 22 mars, vous avez le projet Tous en forêt, ça, le but principal, sensibiliser? Alors, le but principal, déjà, c'est de faire connaître notre travail, de montrer le progrès qui a été fait depuis maintenant 2 ans. AWA a été créé il y a maintenant 2 ans et le projet a vraiment pris forme il y a pile poil 1 an, ce mois-ci. Et donc, on voulait accueillir énormément de personnes pour pouvoir leur montrer ce qu'on a fait et pouvoir aussi par derrière les sensibiliser. Donc, durant cet événement, on proposera plusieurs ateliers, des ateliers scientifiques, avec des ateliers d'écosystèmes sur les papillons, des ateliers culturels avec du tressage, la fabrication de tapas, ou des ateliers ludiques, comme par exemple avec un jeu de piste organisé par l'ILM. Et donc, grâce à ces ateliers-là, effectivement, on pourra sensibiliser une panoplie en fait de personnes qui ira des enfants jusqu'aux adultes et donc tout le monde est le bienvenu, quoi. On va parler aussi de ce que je parlais au tout début de cette émission, à savoir l'implication de la jeunesse. Quel est ton regard, Rouhani, sur ça, justement, la contribution des jeunes sur ce volet écologique? On peut le voir, il y a plusieurs initiatives, plusieurs filières même qui ouvrent au fur et à mesure, plusieurs initiatives. Quel est ton regard? Il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'investissent justement dans les démarches liées aux transitions environnementales et sociétales. Et donc, je n'ai qu'espoir, en fait, que plus tard,
y ait de plus en plus de jeunes justement qui s'investissent dans ces différents projets. Ça peut démarrer même dès la primaire, ne serait-ce que les journées de sensibilisation liées à l'environnement, puis que ça se poursuive au collège, notamment, moi je viens d'une classe développement durable, et à l'époque nous étions la première classe développement durable en classe de 3e pendant l'épreuve du DNB à avoir poursuivi ce projet, mais aujourd'hui il y a énormément d'élèves qui veulent intégrer ce projet, que ce soit dans les classes spécialisées ou même en tant qu'éco-délégués dans certains établissements, parce que il y a aussi ce petit titre que les élèves peuvent avoir et ils mènent eux-mêmes leur propre projet. Ça vient d'eux en fait, et c'est ça que les professeurs remarquent aussi, c'est que le fait que ça vienne des élèves, c'est beaucoup plus impactant et c'est beaucoup plus prometteur. Donc le fait que voilà, on poursuive au lycée et à l'université, moi je trouve que nous ne sommes que sur la bonne voie aujourd'hui pour continuer ainsi. Et mon regard sur l'écologie aujourd'hui a un petit peu changé dans le sens où avant j'avais une vision un peu plus restreinte parce que je ne savais pas en fait qu'il y avait que ça pouvait prendre des proportions aussi grandes, notamment au niveau des entreprises qui s'impliquent davantage dans des démarches beaucoup plus responsables de l'environnement. Et je trouve que c'est tout simplement ce qu'il faut faire en fait pour améliorer les choses. Hélène, je vois que son discours ne te laissait pas indifférente. La relève ça fait que 6 mois, mais la relève est bien assurée pour la suite? Je pense que oui. En fait, j'ai une vraie satisfaction à voir que les jeunes qui sont sur le plateau portent la voix de tous ces enjeux-là. Je pense aussi que ce qui est important, c'est que s'engager pour le Fénois, ça s'apprend. Et à l'université, voilà, on s'est donné le défi de pouvoir former la jeunesse à répondre à ces problématiques-là et à y être préparée. Donc moi, si j'ai un message à leur donner, c'est de venir à l'université, de venir innover, d'être créatif, de partager leur envie et leur engagement. Et j'en profite pour dire qu'en ce moment, c'est la période des vœux sur Parcoursup. On est content d'avoir eu 2 premières belles promotions. Donc, à ceux qui ont envie de s'engager, qui viennent à l'université, on les accueille avec plaisir, avec enthousiasme et motivation. C'est un appel. J'espère que vous avez compris le message. On va continuer justement dans ce sens parce que pour l'instant, on a sur notre plateau effectivement des beaux représentants de cette transition écologique et de cette prise de conscience et de cette sensibilisation. Mais j'ai quand même l'impression parfois, quand on regarde certaines réactions sur certains articles d'écologie, etc., que la population, Hélène, minimise un petit peu l'impact que peut avoir l'écologie ici au Fénois. Quel est ton regard? Alors, c'est assez vrai. Je pense que de toute façon, ces questions-là, c'est des questions qui sont très personnelles et trouver les leviers individuels d'action, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu le pari qu'on a fait avec ces formations-là, c'est que s'engager pour les transitions, tant que ça ne résonne pas chez soi, on n'arrive pas, c'est difficile de trouver les leviers. Et je pense aussi, mais ça c'est un avis personnel en étant sur le Fénois, qu'il y a parfois un petit peu moins d'éco-anxiété ici, parce que à moins qu'on ait l'habitude de nager, de regarder un peu le blanchiment des coraux et de regarder un peu autour de soi, de regarder aussi les questions éducatives, le rapport à la nature. Le rapport à la nature, c'est quand même quelque chose qui est très culturellement ancré et on est encore dans une île qui est qui a la chance, en Polynésie, qui a la chance d'être belle, et parfois on ressent qu'il n'y a pas trop d'éco-anxiété chez les jeunes. Donc donc il faut qu'on arrive à toucher de la meilleure manière possible la jeunesse. Et rapidement, on parle d'éco-anxiété, je dirais presque parfois du laxisme. Quel est ton regard très rapidement pour terminer cette émission justement, Javan? Ça fait 15 ans que tu es avec la Brigade Verte. Tu as vu les mentalités changer? Il y a des comportements qui ont évolué, beaucoup de comportements, on n'a pas les mêmes discussions avec les élèves. Hein. Après, on en a de tout âge. On en retrouve souvent, on les a vus au primaire à une certaine époque, on les revoit au collège. Ils sont devenus éco-délégués, ils portent leur message, ils continuent ils sont toujours enthousiastes. J'ai vraiment pas de soucis concernant l'enthousiasme des jeunes générations. Oui, je me place dans l'autre génération maintenant, je suis un peu plus. À vraiment continuer à être sensibilisés à leur environnement parce qu'ils en ont conscience. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a des discours de personnes de tout âge qui disent il y a plus important, il y a plus urgent. C'est vrai que
quand on se bat quotidiennement pour mettre de l'argent, pour mettre du pain sur la table, c'est vrai que l'environnement passe en second plan. L'idée, c'est que le cadre de vie, là où on vit, s'il se dégrade, ce sera forcément la première chose à régler. Mais je ne me fais pas plus de soucis que ça parce que beaucoup de personnes en ont conscience. Et moi, mon message serait plus vers les instances dirigeantes et structurelles. C'est à elles de régler les autres problèmes pour que pour que le citoyen prenne conscience que ses gestes ont un impact sur son environnement et que lui, il se charge de ça et que les grosses charges reviennent aux dirigeants. Et si vous voulez vous renseigner un peu plus sur tous ces domaines, n'oubliez pas que vous avez ce samedi 22 mars le projet Tous en forêt avec AOA Forest. Vous pouvez aussi vous diriger sur le site de l'upf.pf pour vous renseigner sur les deux filières, à savoir la science de la transition écologique et science pour l'ingénieur. Et enfin, il y a la page Facebook de la Brigade Verte. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à 17h comme d'habitude. 18h, votre V à Tahiti. Vous connaissez la chanson Maruru Itotato Faririra Trahoma Yarana.